Une production Binge Audio, évidemment. Dans un pays où plus de la moitié de la population est née après le génocide, Paul Kagame a fait appel à la mémoire incandescente des Rwandais et mis la communauté internationale devant la violence du passé. Ici, au mémorial du génocide de Kigali, où plus de 250 000 personnes seraient enterrées. Les membres des pays représentés ici aujourd'hui ont également envoyé leurs fils et leurs filles pour servir en tant que soldats de la paix au Rwanda. Ces soldats n'ont pas failli au Rwanda, c'est la communauté internationale qui a failli, que ce soit par mépris ou par lâcheté. L'année 2024 aura été marquée, entre autres, par la commémoration des 30 ans du génocide au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, près d'1 million de personnes vont mourir dans des circonstances épouvantables. Un génocide organisé, structuré, orchestré par un pouvoir décidé à se débarrasser des membres de la communauté Tutsi. Un génocide dont les conséquences pèsent encore lourdement sur la région, minée par des conflits et des résurgences des massacres. Un génocide aussi dont les responsabilités, y compris les responsabilités françaises, ne sont pas encore totalement éclaircies. Un génocide, enfin, dont ont été les témoins et les lanceurs d'alerte, les équipes humanitaires déployées dans la région. Parmi elles, celle de Médecins sans frontières. Pour perpétuer cette mémoire, Ronnie Broman, ancien président de l'organisation, acteur majeur du secours aux victimes des drames des décennies passées, a accepté de nous confier ses souvenirs de l'année 1994 dans cet épisode fabriqué en partenariat avec MSF et réalisé par Paul Berthiaud. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. En Afrique, 2 chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. À peine la nouvelle connue, Kigali s'est enflammée. Et la communauté francophone suit avec une certaine crainte les combats qui ont éclaté depuis ce matin. Il y a beaucoup de tensions, on entend des tirs, des explosions, grenades au meurtrier. J'ai des indications qu'il y a des maisons qui sont pillées. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qui tire contre qui. À ce stade, c'est impossible. La mort brutale des 2 chefs d'État risque de relancer la guerre tribale qui oppose au Rwanda comme au Burundi 2 ethnies. Donc ça, cette archive, elle date du tout début du mois d'avril 1994. En l'occurrence, le reportage date du 7 avril, mais parle de faits qui se sont produits le 6. Donc à savoir la mort du président rwandais, dans ce qui a effectivement été confirmé comme étant un attentat. On a compris après coup que c'est là que le conflit avait basculé. Mais est-ce que sur le coup, ça apparaît comme un point de bascule ? Un point de bascule, c'est toujours après coup qu'on le détermine. Mais comme un moment important, oui, angoissant, oui. La situation au Rwanda n'était pas celle d'un pays tranquille, dans lequel la guerre ferait comme irruption, comme dans un volcan, brutalement, le 7 avril, à la suite de l'attentat. Cette guerre existait déjà avant, ça faisait plusieurs années, depuis 90 en gros, que le Rwanda connaissait une situation de guerre localisée, d'épisodes de violence, de massacres, qui étaient disséminés un peu dans le pays. Donc c'est à la fois une surprise, et ça n'en est pas une. C'est une surprise parce que c'était énorme, un avion abattu avec 2 chefs d'État à l'intérieur, le Rwanda et le Burundi. On savait que ça ne pouvait aller que vers une aggravation, donc c'est ça. Mais ce qui me frappe, enfin ce qui m'a assez rapidement frappé avec un peu de recul, c'est la confusion dans laquelle nous étions du point de vue de la compréhension du conflit. Confusion d'ailleurs qui est très bien retraduite dans cette archive. Guerre tribale, guerre civile. Une guerre civile en Afrique, on a tendance à appeler ça une guerre tribale, comme si les tribus n'étaient que africaines. Mais enfin bon, quand même ce qui veut dire c'est une guerre entre Rwandais, quoi. Avec le recul, on s'aperçoit qu'au départ, ça n'est pas vraiment une guerre, ce sont des massacres ciblés, que plus tard, on va qualifier à juste titre de génocide.
en l'occurrence. Dans les jours qui ont suivi l'attentat contre l'avion, ce sont essentiellement des massacres de gens qui sont arrêtés comme Tutsis ou connus comme des opposants au régime qui se font tuer. Pas dans le cadre de combat, dans le cadre d'assassinat. Ce sont des crimes. Et pendant les premières semaines de la guerre, notre obsession, c'est d'arriver à changer de pied. On est présent dans les camps de personnes déplacées et dans les camps de réfugiés. On fait de la médecine, de la santé publique, de la nutrition, de la vaccination, du soin médical. Et puis arrive cela, et à ce moment-là, l'équipe commence à se redéployer, à s'occuper de blessés à Kigali, sachant qu'il y a surtout des morts. Une équipe de MSF se rend au centre hospitalier de Kigali. Il y a plusieurs grands hôpitaux, celui-là est l'un des principaux, le CHK, comme on dit, centre hospitalier de Kigali, et y amène des blessés. Et également du matériel, des antibiotiques, du matériel de soins, etc. Revenant le lendemain, nos équipes constatent que ces blessés ont disparu ou ont été exécutés. Là, commence à émerger la conscience que quelque chose de particulièrement affreux est en train de se passer, mais c'est au sein de l'équipe. Mais en tout cas, cette expérience-là fera que, plus tard, nous n'allons pas nous installer au centre hospitalier de Kigali, parce qu'on sait qu'on ne peut pas assurer la sécurité de nos patients. Cette équipe médicale étant peu adaptée au nouvel environnement de guerre, on a fait sortir tous ceux qui voulaient sortir, qui ne se sentaient pas utiles, et on a renvoyé une autre équipe dans les jours qui ont suivi, donc qui est arrivée à Kigali via le Burundi, avec une équipe du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, avec qui nous avons travaillé en très étroite symbiose pendant toute la durée de notre présence pendant la guerre au Rwanda. Nous sommes établis avec eux dans un hôpital de campagne mis en place par le CICR dans des bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments hospitaliers mais qui ont été transformés en hôpital. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on a travaillé en opérant un changement de pied, c'est-à-dire un changement d'équipe, parce que le dispositif chirurgical d'urgence est très différent du dispositif de médecine et de santé publique qui est à l'œuvre dans un camp de réfugiés. Donc c'est à cette transformation qu'il a fallu procéder. Donc là, on a compris qu'il s'agissait d'autre chose à partir du mois de mai. Et d'ailleurs, l'un des médecins, mais le médecin, disons, chef de notre équipe, Jean-Hervé Bradol, qui est ensuite, quelques années après, devenu président de Médecins sans frontières, Jean-Hervé témoigne à son retour au journal de 20h de TF1, et non seulement il parle explicitement de génocide, c'est-à-dire une tentative d'extermination de l'intégralité de la population Tutsi rwandaise, et deuxièmement, et ça c'est très très mal passé dans les instances dirigeantes françaises, dénonce au mieux la passivité, mais peut-être la complicité des autorités françaises dans la commission de ce génocide. Et quand on retournait dans les quartiers pour essayer de ramasser des blessés... TF1, le 16 mai 1994. Les miliciens se vantaient en disant « il n'y a plus personne à ramasser, on a tué tout le monde ». Et c'est effectivement ce qu'ils font. Et cette politique, c'est vraiment... on peut parler d'une politique, hein, c'est une politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. C'est le génocide absolu. Oui, il y a un conflit politique en Rwanda, il y a une lutte féroce pour le pouvoir, et les victimes sont dues à ce conflit politique, et qu'on arrête de nous décrire le Rwanda comme des tribus en train de se massacrer. Et je pense que cette présentation n'est pas tout à fait anodine. Le rôle de la France dans ce pays, et particulièrement les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes. Les gens qui massacrent aujourd'hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés par la France. Moi, personnellement, et je pense que Jean-Hervé non plus, ne considérerait pas la France comme acteur de ce génocide, mais les Français ont quand même, dans l'ensemble, continué d'assurer un certain soutien au régime rwandais en place, lequel régime rwandais n'était plus celui qui était
en place jusqu'au 6 avril, date de l'attentat contre l'avion. D'une part, parce que, évidemment, le président avait été tué, mais d'autre part, et surtout, parce qu'il y avait eu, 5-6 jours après, je ne me souviens plus de la date précise, mais un coup d'État interne. Et donc, la mise en place de ce qui s'appelait un gouvernement intérimaire. Et là, on a affaire vraiment à la mise en place d'un appareil qui fonctionne avec comme point de fuite le génocide. Mais en tout cas, l'équipe de MSF et du CICR opère. Assez étrangement, l'hôpital du CICR MSF est respecté. Il n'est pas l'objet d'attaques. Si les miliciens avaient voulu pénétrer dans l'hôpital, ils le faisaient sans difficulté. Cet hôpital n'était pas défendu. D'ailleurs, on ne peut pas défendre, on n'a pas à défendre un hôpital, mais il a été respecté. C'est une sorte d'îlot préservé dans un océan de violence, parce que Kigali a été pendant les premières semaines de cette guerre et de ce génocide un lieu de débauche, de violence absolument terrifiant. On a parlé donc du témoignage très important donc de Jean-Hervé Bradol quand il revient du Rwanda et qui fait cette interview sur TF1 que beaucoup de gens ont vue, qui a été beaucoup reprise et qui est un peu entrée dans l'histoire aussi de ce conflit vu du côté de la France. Cette prise de parole, elle est aussi un peu un symbole de la nécessité, en tout cas la capacité qu'ont les humanitaires à témoigner de ce qu'ils ont vu et à alerter aussi sur les situations. Ça fait partie des rôles aussi des humanitaires, d'être à la fois des témoins, on dirait maintenant des lanceurs d'alerte. À l'époque, le terme n'était pas encore aussi utilisé que ça. Est-ce que ça fait partie aussi peut-être pas des missions, mais en tout cas des rôles annexes des humanitaires ? En tout cas, ça fait partie du rôle que s'est donné MSF. Il n'y a pas véritablement de cadre englobant, général, c'est-à-dire applicable à tous, qui permettent de définir clairement l'humanitaire. Des endroits ou des institutions qui vont dénoncer, d'autres qui vont se l'interdire, au contraire, qui considèrent que l'humanitaire, il doit agir sur le terrain et se taire. Ça n'est pas la tradition de MSF. Ça n'est pas non plus un mode d'action systématique de MSF. C'est vraiment le témoignage, surtout dans ses formes dénonciatrices. Les combats se poursuivent au Rwanda, notamment dans la capitale Kigali, où les rebelles essaient de déloger les dernières forces gouvernementales pour tenter de sauver des vies humaines. France 2, le 17 juin 1994. Pour la première fois ce matin à Paris, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières demande carrément une intervention armée. Pour la première fois, les French Doctors sortent de leur réserve humanitaire. Il est logique d'appeler à ce qu'il y ait une force armée qui agisse là pour arrêter le massacre, parce que l'humanitaire ne peut rien faire dans ce domaine. Une prise de conscience ou un aveu d'impuissance d'une ONG qui dénonçait il y a peu l'ingérence des militaires dans ses affaires humanitaires. Ça a été une décision discutée, concertée. Il s'agissait de quelque chose de tout à fait pensé. Ça n'a pas totalement été suivi des faits, mais ça n'a pas été tout de même... Je crois qu'MSF a joué un rôle, je ne sais pas lequel, et après tout, peut-être qu'on me démentirait, vu d'ailleurs, mais tout de même, la résolution du Conseil de sécurité, je crois, prise le 22 juin 1994, donc quand même, hein, longtemps, on est longtemps après le début, on est 3 mois après le début, cette résolution qui autorise la France à envoyer l'opération dite turquoise aux frontières du Rwanda, elle a tout de même permis de sauver environ 10 000 personnes, 10 000 Tutsis qui étaient promis à une mort certaine. Ce qui fait que les critiques légitimes qui sont adressées à l'opération turquoise doivent aussi inclure le fait qu'il n'y a pas tant d'opérations comme ça, qui peuvent se targuer d'avoir sauvé 10 000 êtres humains. Mais enfin, il y a de bonnes raisons de penser aussi que Turquoise a servi à exfiltrer d'anciens partenaires militaires de la France, qui étaient plongés jusqu'au cou dans le génocide. Donc il y a tout de même une ambiguïté qui justifie une ambivalence fondamentale. La résolution à cette époque a été, la résolution donc, du 22 juin, a été sans doute
facilitée ou légèrement poussée par les déclarations de MSF. Se pose la question, une fois que la crise aiguë, on va dire, du génocide et des massacres est passée, que la situation désescalade, la présence d'MSF est pourtant toujours plus que jamais requise, puisqu'après il y a tout un tas de défis qui s'installent, et d'ailleurs MSF est toujours présent aujourd'hui dans la région. C'est toujours les mêmes questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Est-ce que parmi les différentes ressources qu'on est capable d'offrir, il y en a qui sont adaptées au terrain ? Mais comme toutes les organisations françaises, on est viré à la fin de l'année 95. Parce que en 95 se passe l'équivalent de Srebrenica au Rwanda, dans la ville de Kibeho, qui est une ville située dans ce que l'opération turquoise avait délimité comme zone humanitaire sûre, c'est-à-dire une portion du territoire qui devait représenter un petit quart, même un cinquième du Rwanda, qui est lui-même un petit pays, hein, et donc dans lequel les forces turquoises assuraient la sécurité des populations réfugiées qui étaient là. Dans la bourgade de Kibeho se trouvait un camp de personnes déplacées internes, essentiellement Hutus, considéré par le nouveau régime rwandais comme un bastion ultime des milices génocidaires, un lieu qu'il fallait détruire. Eh bien, un jour de juillet 95, débarque une force gouvernementale militaire rwandaise qui tire dans le tas. Et c'est le massacre le plus terrifiant, alors là, qui s'est déroulé sous les yeux de tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire en gros l'équipe de Médecins sans frontières, quelques journalistes et des militaires australiens sous casque bleu, où on estime qu'il y a eu environ 4000 morts au bas mot. Au bas mot. 4000 personnes tuées froidement, à la mitrailleuse, à la mitraillette. Hier soir, les témoignages faisaient état de plusieurs dizaines de morts. Aujourd'hui, il s'agit de plusieurs milliers de réfugiés massacrés. Il est très difficile d'avoir un chiffre exhaustif, mais nous savons qu'elle se chiffre à plusieurs milliers. C'est un désastre qui est absolument incroyable. Et quel est le profil de ces victimes ? Bien écoutez, nos équipes ont vu malheureusement des femmes, des enfants, des hommes. Enfin bref, il s'agissait de la foule sur laquelle l'APR, c'est-à-dire l'armée patriotique rwandaise, a tiré. Ils ont carrément tiré dans le tas. Et l'un de nos membres, Anne Guibert, a participé à une conférence de presse tenue, je crois, à Nairobi, immédiatement après, dans laquelle elle a insisté sur le fait que cette population est une population civile, sur le fait que plusieurs milliers étaient morts, mais les Nations Unies ont gobé le narratif du gouvernement rwandais, selon lequel il y a eu 300 morts, que c'était pour l'essentiel des miliciens génocidaires qui ne méritaient rien d'autre. Dans la suite de ce massacre, il y a donc à la fin de l'année les organisations françaises qui sont mises à la porte du Rwanda, dont MSF. C'est ça, MSF est mis à la porte, comme d'autres, comme Action contre la faim, Handicap International, je crois, enfin tous les Français. Mesure de rétorsion du nouveau régime de Kagame contre la France, pour ses complicités réelles ou supposées. Kagame parlait vraiment de co-auteur du génocide, c'est-à-dire qu'il estimait que, enfin, il faisait mine de croire, plus exactement, que pratiquement des soldats français avaient tué, massacré, violé, etc. Une fois qu'on est mis à la porte d'un pays, se pose la question quand même de son rôle, sa présence dans la région. Comment est-ce que ça a été géré, cette sortie des humanitaires ? Assez facilement. Hein. Les humanitaires expulsés, ils se rapatrient chez eux, avec malgré tout l'inquiétude au sujet des employés locaux. Mais bon, on n'y peut rien, on est viré. Mais la continuité de l'action, elle a été assurée du côté de la RDC. Il y avait cette vague de réfugiés du côté tanzanien, dès le mois de juin 1994, et en juillet 1994, une énorme vague, plus importante,
vient franchir la frontière du Zaïre, donc devenu ensuite RDC. Et là, il y a évidemment du travail à faire, et on s'est assez rapidement aperçu que dans les deux cas, il s'agissait certes, pour un certain nombre de réfugiés, c'est-à-dire de gens qui craignaient pour leur vie, mais que l'encadrement et la composition aussi d'une partie de ces réfugiés, c'était les milices génocidaires. Donc on a quitté ces camps, un peu la mort dans l'âme, si l'on veut, en constatant notre impuissance à résoudre un dilemme terrible, qui était celui de abandonner ces gens, mais si on reste, travailler pour des génocidaires. Par exemple, ils contrôlaient l'embauche de tous les travailleurs locaux que nous avions. Ils contrôlaient les recensements qui leur permettaient d'avoir un surcroît de vivres qu'ils pouvaient écouler sur les marchés à leur propre profit. Constatez que, d'ailleurs, ils n'étaient pas dans les camps, ils étaient dans de luxueux hôtels à Goma, ils se la coulaient douce. Bref, c'était le cynisme le plus total, le vol sur le dos des authentiques réfugiés, et, peut-être plus grave encore, la mise en place d'un appareil de reconquête du Rwanda par les génocidaires. Et donc, il y avait là vraiment eu la menace d'une contribution significative de l'aide humanitaire à la reprise d'une guerre génocidaire au Rwanda. Donc ce sont toutes ces considérations qui nous ont donc amenés à nous retirer. Mais on l'a fait, pas dans un premier temps, et c'est quand même significatif. On a d'abord pris l'initiative d'un document commun aux 15 ou 20 ONG qui étaient, disons, les plus installés dans les camps, lettre que nous avons adressée au secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali à l'époque, qui demandait qu'une force internationale de police soit envoyée pour séparer les tueurs et les tueurs génocidaires et la masse de la population dans les camps de réfugiés. Et Boutros Ghali a pris cette lettre extrêmement au sérieux. Il l'a proposée au Conseil de sécurité à 3 reprises. Les 3 reprises, il a été retoqué. Et malheureusement, ni le HCR, ni la plupart des ONG n'en ont tiré la moindre conséquence. Et la plupart des signataires de cette lettre reprennent leurs activités comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. Ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est une absence, une incohérence, une inconsistance. Voilà, donc ça a été un épisode vraiment important des suites de la guerre et du génocide, et aussi une façon de se rappeler quelque chose d'important dans la représentation qu'on se fait du monde en tant qu'institution humanitaire à MSF, c'est qu'il y a des moments où finalement l'abstention n'est pas un renoncement, mais une décision active, motivée par des considérations d'ordre éthique et politique, et n'est donc pas un abandon de population, mais une compréhension du fait qu'on aggrave son sort plutôt qu'on ne l'allège. Je pense qu'il est important de se souvenir que les humanitaires ne sont jamais la solution à une situation. Ils sont un recours pour des individus, un recours pour des groupes de population dans différents domaines, une aide à survivre, une aide à passer des moments difficiles. Et les moments difficiles, ils peuvent s'étirer parfois, là comme c'est le cas, sur grosso modo 2 générations. Ça a quelque chose d'un peu décourageant, mais ça n'est totalement décourageant que si l'on croit que l'humanitaire est une solution, et une solution à la crise politique. Or, en aucun cas, l'humanitaire ne peut être une solution à une quelconque crise politique. Et à la limite, on pourrait dire, mais si cette guerre dure 100 ans, et Médecins sans frontières et d'autres ONG devront y être pour 100 ans, parce que c'est leur raison d'être que d'apporter leur aide à des gens qui sont plongés dans cette situation. Ça n'empêche pas de penser que le Rwanda, encore lui, le Rwanda d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Rwanda de Paul Kagame, a une responsabilité importante, pas exclusive, hein. Il y a d'autres responsabilités également, notamment congolaises, dans ce qui se passe. Mais le désordre qui a été installé dans cette région profite en premier lieu au Rwanda, qui peut le poursuivre, qui peut continuer ses exactions et ses pillages
sans finalement encourir de réelles réprobations, et en trouvant ici, en Europe, et en particulier en France, des soutiens indéfectibles, des gens qui, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, s'estiment devoir protéger le régime rwandais des accusations de pillage, de meurtre, d'assassinat de ses opposants, de gestion tyrannique de son pays. Tout ça semble être obscène pour ces gens-là, parce que le Rwanda, c'est le pays du génocide de 1994 et qu'il est, d'une certaine manière, intouchable, en tout cas dans la forme politique qu'il a aujourd'hui. Merci à Ronnie Broman pour ses réponses et à MSF qui a coproduit avec nous cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiaud. On consacrera d'autres épisodes aux souvenirs de Ronnie Broman dans les mois qui viennent. D'ici là, tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.